Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes sur CGTN français et bienvenue dans cette édition spéciale du journal consacrée à la clôture de la troisième session du 13e comité national de la CCPPC, à savoir la conférence consultative politique du peuple chinois. La cérémonie de clôture se tient à 15 heures heure de Beijing. Les deux sessions se sont tenues dans des circonstances très particulières cette année. Après un report de 2 mois et demi par rapport aux années précédentes, elles se sont finalement ouvertes le 21 mai. Comment se sont déroulées les deux sessions? Quels sujets ou propositions intéressants ont émergé lors de cette semaine? Nous parlons de ces sujets avec notre invitée sur le plateau, Madame Tai Xueqing, journaliste à Radio Chine Internationale. Bonjour Madame. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Avant notre discussion, donnons tout d'abord la parole à notre journaliste Ma Huiyuan. Bonjour Huiyuan, la troisième session du 13e comité national de la CCPPC s'achèvera bientôt à Beijing. Que pouvez-vous nous dire sur la session annuelle de la CCPPC de cette année? Bonjour Justine. Face à la pression économique causée par la pandémie, comment stabiliser et rouvrir l'économie est devenu un sujet incontournable cette année. Comment on sait que les membres du comité national de la CCPPC sont divisés en différents groupes selon les milieux, sauf des séances plénières, des discussions sont réalisées en groupe. Cette année, le président chinois Xi Jinping a participé spécifiquement à la discussion des groupes économiques pour écouter les suggestions des membres. Beaucoup d'entre eux sont des chefs d'entreprise privées. Ils ont proposé leurs conseils pour relancer l'économie, notamment pour augmenter l'emploi. Le président Xi Jinping a prononcé un discours après avoir écouté leurs propos. Le président chinois a demandé d'analyser la situation économique chinoise dans une perspective globale, dialectique et à long terme, tout en appelant à des efforts pour trouver de nouvelles opportunités dans le défi et faire de nouveaux progrès face au changement. Le président Xi a appelé à consolider le rôle fondamental de l'agriculture et à mettre en place les 6 stabilisations et les 6 garanties. Les 6 stabilisations avancées en 2018 font référence à l'emploi, au secteur financier, au commerce extérieur, aux investissements étrangers, aux investissements intérieurs et aux attentes. Par contre, les 6 garanties initiées en avril 2020, avant les deux sessions, renvoient à garantir l'emploi, le bien-être de la population, le maintien du dynamisme des secteurs du marché, la sécurité alimentaire et énergétique, la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement, ainsi que le fonctionnement des administrations de base. Cette dévaluation de la politique montre qu'on porte plus d'attention sur le bien-être du peuple et les mesures mises en place seront plus ciblées pour mieux faire face à la pandémie qui pourrait persister. Merci Huiyuan pour toutes ces informations. Lors des deux sessions, des membres de la conférence consultative politique du peuple chinois ou CCPPC ont rencontré le public et répondu à leurs questions à Beijing. Dans ce qu'on appelle le couloir des membres, nous écoutons M. Zhu Jianming, vice-président de la Chambre civile de commerce. Le rapport de travail du gouvernement de cette année mentionne l'importance de maintenir la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement. Je crois que les nouvelles mesures aideront les entreprises privées à sortir de leurs difficultés dès que possible et favoriseront leur développement ultérieur. En raison de l'épidémie, il n'y avait pas d'interview en face-à-face avec les membres de la CCPPC cette année. À la place, les entretiens se sont faits en ligne ou par écrit. CGTN français a donc interviewé Wang Xiaofan, membre de la CCPPC et vice-président de l'Université de Shanghai, par vidéo interposée. Il nous a parlé de la réforme de l'éducation et de la situation de l'emploi pour les jeunes diplômés. Afin de réaliser cet entretien, il a fallu passer une procédure assez simple. D'abord, scanner ce code QR et remplir une fiche de demande d'interview. Une fois validé, il est possible de s'entretenir avec un membre à travers une application vidéo. Voici Wang Xiaofan, il nous a parlé de la réforme de l'enseignement durant l'épidémie et la situation de l'emploi pour les jeunes diplômés. Après l'épidémie, en fait, nos universités ont déployé de grands efforts pour réagir activement. Premièrement, nous avons lancé un enseignement en ligne à grande échelle et sans précédent. Nous avons constaté qu'en dépit des difficultés posées par cela, il y avait aussi une flexibilité et des fonctionnalités étendues. Par conséquent, l'intégration profonde de l'éducation en ligne et de l'éducation hors ligne devrait devenir une nouvelle normalité.
Wang Xiaofan estime que bien que l'épidémie ait réformé les méthodes d'enseignement, d'un autre côté, elle a également exercé une pression considérable sur l'emploi des jeunes diplômés. Selon les statistiques, le nombre de diplômés universitaires à l'échelle nationale en 2020 augmentera de 400 000, mais les débouchés pour ces nouveaux diplômés poseront un énorme problème. Du point de vue de notre école, malgré l'énorme pression, nous devons nous assurer que le taux d'emploi des étudiants ne diminue pas par rapport aux années précédentes. Tous les professeurs, le personnel et les anciens élèves sont mobilisés pour assurer un emploi à nos nouveaux diplômés. Nous avons mené de nombreux recrutements en ligne. De plus, nous adoptons des stratégies spécifiques à destination des étudiants pauvres. On encourage ainsi les diplômés à travailler là où on en a le plus besoin. Pour les étudiants qui souhaitent créer une entreprise, Wang Xiaofan préconise que les écoles et la société créent un environnement favorable à l'entrepreneuriat. Par ailleurs, il estime que les jeunes d'aujourd'hui sont déterminés malgré les difficultés. Enfin, pendant les 2 sessions, il proposera d'intégrer la santé et la sécurité au cursus éducatif. Avec la normalisation de la prévention et du contrôle de l'épidémie, on doit systématiser et normaliser l'éducation sanitaire, au lieu de se contenter de le faire quand une crise survient. La question de la réforme de l'éducation a toujours été au cœur des 2 sessions précédentes. Par ailleurs, pour le programme de l'éducation du 14e plan quinquennal, la promotion du développement sain de l'éducation en ligne et l'éradication de la pauvreté par l'éducation seront discutés lors des 2 sessions de cette année. Pendant les 2 sessions, comment réaliser des reportages en cette période particulière de prévention et de contrôle de l'épidémie? Est-ce que tous les membres sont prêts à participer à la réunion? Suivez notre journaliste pour en savoir plus. Au cours des 2 sessions de cette année, afin de contrôler efficacement l'épidémie et de préserver la santé publique, la plupart des reportages sont faits en ligne de manière différente des précédents. Aujourd'hui, nous invitons M. Gu Shuzhong, membre du comité national de la CCPPC, à nous présenter l'un des sujets chauds des 2 sessions, la législation sur l'éco-civilisation. Écoutons-le. 在即将召开的这个全国两会上，您又会有哪些精彩的新提案呢？ Je vais proposer d'accélérer la mise en place d'un système garantissant la biosécurité. Nous devons insister sur le développement vert, le revitaliser, éliminer les résistances, utiliser au mieux nos ressources limitées, de même que les indicateurs écologiques, et en tirer le meilleur parti. 近几年，中国在生态文明建设领域里面的举措，获得了很多国际上相关领域专家的称赞。那您觉得国际范围内有哪些生态文明保护，包括立法的这些经验，值得我们借鉴和学习？ L'UE est à l'avant-garde en matière de développement vert. Le nouveau président de l'UE a lancé une nouvelle politique verte après son entrée en fonction, qui correspond à notre concept de développement vert également. 在2019年的两会上呢，习总书记也是再一次强调了对生态领域保护的重视。您觉得今年即将召开的这个两会，我们会在生态文明领域方面有哪些新进展？ En matière d'environnement et de ressources, les lois et règlements ont pris forme, mais il faut encore les améliorer en tenant compte de la nouvelle ère de la civilisation écologique. Je pense par exemple à la loi sur les eaux. Elle est encore peu adaptée à ce projet de civilisation écologique et la fonction de garde-rivière n'existe pas dans la loi actuelle. De nouveaux ajustements sont donc nécessaires. Les membres du comité sont prêts à participer à la conférence et la tenue des 2 sessions permettra d'avoir l'opportunité de chercher les solutions aux problèmes écologiques. La session annuelle de la CCPPC est l'événement le plus important de l'année dans l'agenda politique chinois. Jody Brar, vice-présidente du Parti communiste marxiste-léniniste de Grande-Bretagne, nous livre son analyse sur ces sessions primordiales et la politique intérieure chinoise. Jody Brar est un membre important des mouvements communistes britanniques. Elle suit de près l'actualité politique chinoise et notamment la session annuelle de la conférence consultative politique du peuple chinois. C'est un élément clé de la démocratie chinoise. On nous dit toujours que la Chine a un parti unique, comme si cela signifiait qu'il n'y avait pas d'autres partis. Bien sûr, le Parti communiste est au pouvoir, mais il y a beaucoup d'autres partis et organisations populaires qui sont tous inclus dans des consultations politiques. C'est un événement qui représente et inclut toutes sortes de gens,
de minorités ethniques de différentes régions, y compris les régions autonomes, des femmes, des paysans, des intellectuels, des membres de différents partis. Et ces personnes ont un rôle consultatif dans des décisions politiques chinoises. Ils avancent des idées qui doivent être prises en compte et à laquelle le gouvernement doit apporter des réponses. Ils supervisent la mise en place de la démocratie et des politiques de la Chine. Ils font des retours sur la réussite du gouvernement chaque année. C'est un aspect fondamental du fonctionnement de la Chine. La Chine s'était fixée comme objectif pour 2020 de sortir de la pauvreté les régions rurales du pays et de permettre à toute sa population d'atteindre un niveau de vie de classe moyenne. Pour quiconque ayant observé la politique d'éradication de la pauvreté de la Chine, le travail accompli est phénoménal. La Chine est l'unique raison pour laquelle les statistiques mondiales d'éradication de la pauvreté vont dans la bonne direction. Parce que dans le reste du monde, à cause de la crise du système économique capitaliste, la pauvreté a augmenté, pas diminué. Malgré la technologie dont nous disposons, malgré nos ressources, malgré l'agriculture, malgré notre capacité à résoudre les problèmes de l'humanité. Les deux sessions offrent un examen approfondi du développement et des plans de la Chine. Mettant le rapport de travail de cette année, il a été décidé de ne pas émettre d'objectif de croissance. Nous avons obtenu à ce sujet la réaction d'un expert de la région Asie-Pacifique de Turquie. C'était un événement unique, c'était différent par rapport aux réunions des années précédentes parce que nous vivons évidemment, le monde entier, une période difficile et une pandémie de coronavirus et donc l'événement a également été reporté de 2 mois. Un certain nombre de choses, aucun objectif de croissance du PIB n'a été fixé par le Premier ministre Li Keqiang, donc cela était attendu en fait parce qu'il est extrêmement difficile dans les circonstances actuelles de fixer un objectif, mais plus important que cela, il a mis l'accent dans le rapport de travail du gouvernement sur l'emploi, la sécurité de l'emploi et la résilience de l'économie chinoise. Je pense donc que dans le cadre d'une pandémie, c'est que je peux voir un changement de la concentration sur les objectifs macroéconomiques vers une concentration plus humaine et centrée sur l'individu en ce qui concerne la croissance économique. Il a donc parlé de maintenir les emplois et d'augmenter les possibilités d'emploi. Il a dit qu'il y aurait environ 9 millions de nouveaux emplois à créer dans les zones urbaines. Donc c'était un changement important, donc d'une concentration sur le PIB vers une vision plus humaine de la croissance économique. Le lancement par la Chine des réunions annuelles de son organe législatif et de son organe consultatif suprême a suscité l'optimisme des experts africains quant à la relance économique chinoise et mondiale. Selon eux, la convocation des deux sessions en Chine prouve la victoire que le pays a remportée dans sa lutte contre le nouveau coronavirus et sa progression vers une reprise économique globale. Un reportage de notre correspondant en Égypte, Achraf Massoud. Alors que l'économie mondiale souffre d'une crise terrible due à la pandémie de Covid-19 et que de nombreux pays sont confrontés à un dilemme, la convocation des deux sessions en Chine a été chaleureusement accueillie par les experts africains. Ils ont exprimé leur optimisme vis-à-vis de l'accélération de la reprise économique mondiale. Selon eux, la tenue des deux sessions en Chine et l'accélération de la reprise globale de l'économie du pays vont produire une énergie positive dans une économie mondiale morose. Ces réunions seront tenues dans des circonstances exceptionnelles où le monde entier souffre d'une économie morose et d'un arrêt des activités économiques et commerciales. Le fait que la Chine tient les réunions des deux sessions montre que la reprise économique de la Chine est en pleine accélération, ce qui fournit une énergie positive dans une économie mondiale en pleine crise. L'arrêt des activités économiques mondiales, causé par la pandémie de Covid-19, a eu un impact négatif sur l'économie mondiale et sur le niveau de vie des populations. Les experts africains estiment que les deux sessions renforceront la victoire remportée par la Chine sur la Covid-19 et que les réunions devraient accélérer la reprise économique à travers le pays, mais aussi à travers le monde. La tenue des deux sessions montre la victoire que la Chine a remportée dans sa lutte contre le nouveau coronavirus et de sa progression vers une reprise économique. La reprise continue de la production en Chine fournit une grande confiance et un élan précieux à l'économie mondiale affectée par la pandémie. Selon les experts,
La Chine est non seulement une importante base de production mondiale et un marché de consommation, mais aussi une importante base de recherche et développement et un pôle industriel. Elle occupe une position importante dans la chaîne industrielle et la chaîne d'approvisionnement mondiale. La Chine est considérée comme la source d'énergie pour l'économie mondiale. La reprise économique de la Chine encourage la reprise du travail et de la production dans le monde et donne l'espoir à tous les pays de surmonter l'épidémie et de reprendre le travail, la production et les échanges économiques et commerciaux. Les 2 prochaines sessions devraient se concentrer sur la lutte scientifique contre le virus, une reprise économique complète et le niveau de vie de la population. Elles doivent également fixer les priorités de travail, les objectifs et les tâches de cette année pour le développement économique et social du pays. La manière dont la Chine réagira à la situation internationale complexe et changeante doit être également un thème majeur des 2 sessions. Selon les experts africains, la tenue des 2 sessions va sans aucun doute sauver le monde de la crise économique actuelle et va accélérer la reprise globale de l'économie mondiale. Ashraf Massoud pour CGT1 français, Le Caire, Égypte. Merci de nous retrouver. Nous enchaînons avec l'interview sur le plateau. Rebonjour Madame Tai. Rebonjour. En raison de la pandémie de Covid-19, cette année, les 2 sessions ont été écourtées. Par exemple, la 3e session du 13e comité national de la CCPPC s'est ouverte le 21 mai dans l'après-midi et se terminera cet après-midi. Mais à part la durée de cette séance, avez-vous remarqué d'autres différences entre les 2 sessions de cette année par rapport aux années précédentes? D'abord, bien sûr, il y a le port de masque qui est obligatoire pour presque toutes les réunions, toutes les conférences, conférences de presse, etc. Comme on a pu le constater lors des sessions d'ouverture de la CCPPC et de l'APN et lors de la conférence de presse avec le ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, toutes ces salles de conférences et autres lieux publics sont désinfectés de manière régulière. D'ailleurs, on a beaucoup utilisé les robots pour faire ce travail. Et puis quelques rendez-vous traditionnels comme la rencontre avec les ministres, la rencontre avec les députés ont été transférés sur l'Internet. C'est-à-dire au lieu de rencontrer en personne, on l'a fait à distance par visioconférence. Et beaucoup d'interviews aussi. J'ai plusieurs collègues à la radio qui couvrent ces 2 sessions qui ont finalement pu faire leur entretien avec leurs invités à distance par visioconférence et plusieurs autres activités traditionnelles ont été annulées. Vous savez, auparavant, il était toujours tradition pour chaque délégation de ouvrir certaines de leurs séances de travail à la presse pour inviter les journalistes à assister à leurs discussions. Et bien cette année, ces journées ouvertes ont été annulées. Par contre, chaque délégation a son propre ou à sa propre porte-parole qui informe par rapport à l'avancement des travaux au sein de la délégation. Voilà toutes ces mesures qui ont été prises pour assurer que les réunions se déroulent dans les meilleures conditions sanitaires. Mais enfin, le plus grand changement, la plus grande nouveauté cette année, c'est que dans le rapport d'activité du gouvernement, on n'a pas donné d'objectifs chiffrés par rapport à la croissance de l'économie chinoise, ce qui signifie, d'après moi, que les autorités chinoises ont décidé de faire face à la situation avec un grand réalisme. Oui, tout à fait. On va discuter ce chiffre, ce chiffre qui n'existe pas cette année. Tout à l'heure, des députés et de l'APN et des membres de la CCPPC ont présenté de nombreuses propositions lors des 2 sessions. Avez-vous remarqué des sujets ou bien des propositions intéressantes pour vous? Lesquels? Pourquoi? Voilà, vous savez que les membres de la CCPPC et les députés de l'APN, ils ont chacun leur propre métier. Donc souvent, ce sont des spécialistes ou même des leaders dans leur domaine. Donc souvent, ils peuvent faire des propositions vraiment concrètes et intéressantes. Cette année, par exemple, plus de 20 députés de l'APN ont fait des propositions pour doper le secteur du véhicule électrique. Nous avons d'abord M. Li Shufu, qui est le patron du groupe Geely. Lui, il a proposé de... Voilà, il a proposé de redistribuer les recettes fiscales qui découlent de l'achat du véhicule électrique en faveur des régions, de manière à ce que les autorités régionales puissent avoir plus de ressources financières à leur disposition. Et puis un autre industriel, un autre chef d'entreprise, il a proposé de rabaisser la TVA. Il a aussi proposé que les emprunts faits pour l'achat du véhicule électrique soient pris en compte au moment de la déduction du prélèvement
de l'impôt sur le revenu personnel, donc histoire d'encourager les gens à acheter le véhicule électrique. Et parmi d'autres propositions qui ont eu beaucoup de réactions parmi les internautes, par exemple, il y a une motion proposée par un membre de la CCPPC, il s'agit de décréter une journée nationale pour la prévention d'épidémies. Donc, histoire de sensibiliser la population par rapport à la question. Et ce même membre de la CCPPC, il a fait une autre proposition. Il s'agit de créer une pension retraite en faveur des habitants ruraux. C'est-à-dire que le paysan chinois, désormais, il pourrait partir en retraite à l'âge de 65 ans. Bien sûr, cette proposition a aussi suscité quelques controverses. Des internautes disent, mais pourquoi le paysan chinois, il doit attendre jusqu'à 65 ans, alors qu'en Chine, l'âge de retraite officiel, c'est 60 ans. Bon, ça, c'est un détail, mais en tout cas, ce serait bien, ce serait important que les habitants ruraux puissent aussi profiter du fruit de la croissance économique autant que les habitants citadins. Et puis, comme moi, personnellement, je m'intéresse également à la condition de la femme dans la société, surtout avec la fin de la politique de l'enfant unique en Chine. Vous savez, l'an dernier, un député de l'APN, il a proposé de donner droit aux pères de bénéficier également du congé maternité, parce qu'il a trouvé que l'éventualité d'avoir un deuxième enfant semble pouvoir nuire à l'égalité des chances de la femme dans le domaine de l'emploi. Parce que les patrons peuvent hésiter beaucoup avant de décider de recruter une femme. Et il paraît que cette année, il est revenu avec la même proposition. Donc je serais intéressée de savoir si ça va donner des résultats concrets. Oui. Tout à fait. Les deux sessions se sont tenues dans des circonstances très particulières, comme nous avons dit lors de la cérémonie la cérémonie d'ouverture. Mais de nombreuses personnes pensent quand même qu'elles encouragent considérablement le peuple chinois et ainsi peuvent encourager la croissance économique du pays. Êtes-vous d'accord et pourquoi? Je pense qu'on peut le dire comme ça, parce que le fait que le gouvernement chinois a finalement décidé de convoquer ces réunions, de faire venir dans la capitale chinoise, c'est plus de 2000 membres de la CCPPC, c'est plus de 2000 députés de l'APN, c'est signe que les autorités chinoises étaient sûres de pouvoir maîtriser la situation par rapport à la gestion épidémique et d'éviter que la tenue de ces réunions ne provoque pas de nouveaux cas de contamination. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui assure énormément par rapport à la population. Mais la tenue de ces deux sessions va aussi assurer la population par rapport à l'avenir de l'économie chinoise, dans le sens où de grandes décisions doivent être faites au sein de ces deux sessions pour relancer l'économie, pour redresser les secteurs de l'économie qui ont été durement frappés par cette crise. Vous savez, la confiance, c'est un indicateur important dans le fonctionnement d'une économie. Et en effet, il y a des analystes chinois qui constatent qu'en Chine, chaque année, dans une période de 10 jours à peu près, suivant la tenue des deux sessions, la bourse chinoise peut souvent connaître une hausse plus ou moins importante. Donc moi, personnellement, je ne connais pas grand-chose à la bourse, mais je trouve que ça peut être une intéressante piste d'observation. Donc on va voir cette année si ça va donner le même résultat. Est-ce que vous avez investi plus ou moins dans le marché boursier? Non. Mais vous allez bien sûr observer la tendance. Oui, en fait, nombreux sont les experts qui sont convaincus que le Covid-19 va exister encore longtemps dans le monde. Ils parlent d'1 ou 2 ans au moins. Alors, êtes-vous prêt à accepter son existence sur le long terme et avez-vous trouvé votre mode de vie et de travail pour s'adapter à la nouvelle situation? En fait, je pense que la question, c'est que je serais obligée d'accepter cette réalité. C'est pas un choix. Hein. C'est la triste réalité. Mais sinon, sur le plan professionnel, je pense pas que ça va beaucoup changer dans ma manière d'organiser mon travail. D'ailleurs, à la radio, on vient juste de reprendre notre rythme habituel, c'est-à-dire le régime de travail de 5 jours sur 7. J'en suis ravie parce qu'on a tous besoin d'être entourés et ça me fait beaucoup de bien de retrouver mes vieux repères. Sinon, peut-être sur le plan personnel, comme la grande leçon qu'on a pu apprendre à travers cette crise du Covid-19, c'est que finalement, c'est l'immunité de chacun
qui est l'élément décisif, c'est l'immunité qui nous fait survivre de la maladie, et ça, quel que soit le traitement qui nous est dispensé. Donc peut-être finalement, désormais, je vais faire beaucoup plus attention à la santé, je vais prendre beaucoup plus soin de moi, faire du sport, et sinon être plus gentil avec les gens que j'aime. Et on ne va pas non plus oublier de sourire derrière notre masque. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire cette crise de maladie, c'est-à-dire l'épidémie, vous a changé plus ou moins psychologiquement ou bien émotionnellement? Oui, je pense que pour nous tous, ça a été une occasion de réfléchir encore une fois, la priorité. Sur la question de savoir quelles sont les choses qui comptent vraiment dans notre vie. Et faisons maintenant un point sur des événements très suivis dans le cadre des 2 sessions de cette année. Dans le rapport d'activité du gouvernement de cette année, comme vous avez dit tout à l'heure, aucun objectif de croissance n'a été fixé, ce qui a surpris peut-être beaucoup de monde. Alors cela signifie que la Chine ne poursuit plus un chiffre définitif de croissance. Quelle est ainsi la nouvelle priorité pour l'économie chinoise? Donc, comme moi je ne suis pas économiste, peut-être je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse exacte à la question. Observation? Voilà, je vais vous donner mes observations. Je pense qu'en ce moment, pour la Chine, l'une des plus grandes urgences, c'est de créer de l'emploi. Déjà pour ces jeunes diplômés tout frais moulus, comme on dit, qui sont en train en ce moment de rentrer sur ce marché de l'emploi où la concurrence était déjà acharnée avant la crise du Covid-19. Cette année, il paraît qu'ils sont au nombre de 8 740 000 jeunes diplômés qui cherchent de l'emploi, sans compter encore les personnes qui se retrouvent au chômage au lendemain de la crise, et ces chefs d'entreprise, ces chefs de PME qui ont dû fermer leur boîte à cause de la crise sanitaire. Ensuite, je pense qu'il faudrait aussi penser à soutenir les secteurs qui ont été lourdement frappés par la crise. Je pense notamment, par exemple, au tourisme, à l'industrie du divertissement, ainsi que les activités qui sont liées, comme la restauration, l'hôtellerie, etc. C'est vrai que les politiques financières, les soutiens financiers sont déjà là, mais peut-être ils ne sont pas encore tout à fait suffisants. Donc après, il faudrait penser à stimuler la demande intérieure, parce que l'économie chinoise a toujours été une économie très orientée vers l'exportation. Donc désormais, il faudrait peut-être plus compter sur le marché intérieur. Donc les défis sont nombreux, mais on va juste essayer de chercher les opportunités dans la crise, comme on le dit tout le temps ici. Je pense qu'il s'agirait notamment de créer de nouveaux moteurs de croissance. En effet, cette crise sanitaire, tout en frappant lourdement certains secteurs de l'économie, elle a aussi donné l'occasion à certains autres secteurs de connaître d'importants développements. Par exemple, on a vu à Beijing, en Chine, le déconfinement de la population a fait émerger quelques nouveaux secteurs. Bon, enfin, ils ne sont pas vraiment nouveaux, mais ils ont tous connu un développement important durant le confinement. Par exemple, l'éducation en ligne et la consultation à distance, les hôpitaux online, le streaming aussi. On doit aussi bien sûr citer le secteur de l'e-commerce, le commerce électronique, qui en Chine en tout cas a énormément contribué à la lutte anti-épidémique, et presque toutes les plateformes chinoises de e-commerce ont vu leurs chiffres d'affaires s'accroître de manière importante. Et puis au niveau de stratégie nationale, j'ai constaté que le gouvernement vient juste de lancer un nouveau programme de développement de l'Ouest. Donc c'est une sorte de version renforcée du programme de développement des régions de l'Ouest qui a été lancé en l'an 2000. Donc j'imagine que d'importants investissements devraient être faits dans le cadre de ce nouveau programme pour développer ces régions de l'ouest de la Chine qui sont relativement moins développées par rapport aux autres parties de la Chine. Et tous ces grands projets, de grands programmes stratégiques vont sûrement
créer de nouveaux moteurs de croissance pour l'économie chinoise. Tout à fait. Et 2020 est une année très particulière parce que c'est l'année de l'éradication de la pauvreté dans le pays. Mais certains craignent que la pauvreté, que la pandémie inattendue ne perturbe l'aboutissement ou bien l'accomplissement de cet objectif. Le gouvernement chinois a par contre montré une détermination et une grande confiance. Êtes-vous optimiste quant à l'éradication de la pauvreté d'ici la fin de cette année? Pourquoi? Je pense que nous tous, on doit être optimistes. Parce que ça ne sert à rien d'être pessimiste. Et c'est vrai que les difficultés sont nombreuses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va compter sur ces députés, ces membres de la CCPPC, ces experts, ces spécialistes, chefs d'entreprise, cadres et responsables qui, avec leur intelligence, leur sagesse et surtout leur expertise, va nous trouver les solutions, va nous proposer les meilleures solutions. Donc, encore une fois, je ne suis pas économiste, donc je ne suis pas capable d'analyser le prochain développement de l'économie chinoise, mais je sais que le chinois, on est un peuple solide, on est un peuple très travailleur, les Chinois sont bosseurs, donc je vais faire confiance en la ténacité du chinois et j'ai confiance également dans la résilience de l'économie chinoise. Oui. Et un autre sujet important, la conférence de presse donnée par le conseiller d'État chinois et le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Wang Yi, en 100 minutes, c'est-à-dire 20 minutes plus court que l'année passée, que les années précédentes. Il a répondu néanmoins à 23 questions. C'est un nouveau record dans l'histoire. Comment peut-on interpréter l'intérêt vif des médias chinois comme étrangers pour cette conférence de presse? Je pense que c'est parce que notre monde aujourd'hui se trouve devant un carrefour et que l'humanité serait en train de vivre le début de très grands changements, alors que l'ordre international est aujourd'hui menacé par la hausse des incertitudes, d'abord à cause de la crise du Covid-19, qui est susceptible d'engendrer d'autres crises si elle n'est prise de manière judicieuse, mais aussi du fait que les États-Unis, qui restent aujourd'hui la première puissance du monde, surtout depuis l'arrivée de M. Donald Trump avec sa politique de American First, semblent en train de perdre leur leadership d'autrefois. Les États-Unis se sont déjà retirés de plusieurs grands mécanismes internationaux depuis ces 2 dernières années, et là maintenant ils menacent de se retirer encore de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et même de l'OMC. Donc dans un contexte pareil, c'est naturel qu'on peut attendre de la Chine pour que la Chine puisse peut-être jouer un rôle d'équilibreur, justement tout en gérant ses relations extérieures et tout en gérant la montée de ces tensions avec les États-Unis. Alors, est-ce que la Chine va continuer à plaider pour la mondialisation? Est-ce que la Chine va continuer à défendre le multilatéralisme? Quelles sont les mesures que la Chine est prête à faire pour continuer à appliquer sa politique de réforme et d'ouverture? Et puis, qu'est-ce que la Chine pourrait encore faire pour contribuer à cette coopération internationale dans la lutte anti-épidémique? Donc je pense que toutes ces questions que la presse chinoise, que la presse internationale et le monde entier a voulu trouver réponse dans cette conférence de presse. Et parmi les 23 questions posées, cette année 9 concerne ainsi les relations entre la Chine et les États-Unis. Comment expliquer l'intérêt particulier pour ce sujet? Vous avez répondu plus ou moins à cette question, mais je voudrais vous inviter encore une fois à analyser un peu la réponse pour cette question. Oui, c'est vrai que lors de la conférence de presse avec M. Wang Yi, on a beaucoup parlé des relations sino-américaines parce que les tensions sont en train de monter entre ces deux pays. Alors si la Chine et les États-Unis n'arrivent pas à s'entendre, si la Chine et les États-Unis rentrent en conflit, c'est la paix mondiale qui sera menacée. Aujourd'hui, on peut dire que
que vu la taille de chacun de ces deux pays dans le monde, vu le poids de chacun dans la gestion des affaires mondiales, une relation sino-américaine orientée vers l'entente, orientée vers la coopération sera indispensable pour régler presque toutes les grandes questions que connaît connaît notre monde, que ce soit pour la gestion de cette crise, que pour la relance de l'économie mondiale, et même pour certaines questions d'ordre régional, comme le dossier nucléaire sur la péninsule coréenne, et aussi pour la lutte contre le terrorisme, parce que la bataille n'est pas gagnée, mais aussi pour la question des changements climatiques. Je me rappelle que l'ancien secrétaire d'État américain, le docteur Henry Kissinger, il a dit, il y a juste quelques mois, à l'occasion d'un forum de discussion, il a dit que les conflits entre la Chine et les États-Unis, si jamais ils éclatent, pourraient faire des dégâts encore plus importants que ceux qui avaient été faits au sortir des deux grandes guerres mondiales. Alors, est-ce que le monde d'aujourd'hui est en train de se diriger vers un résultat pareil? C'est la grande peur en ce moment. Et c'est une peur qui est alimentée, entre autres, par le comportement de plus en plus absurde, de plus en plus incompréhensible de l'administration américaine, d'abord vis-à-vis de la Chine qui est désormais traitée par les États-Unis comme l'ennemi numéro un, déjà à compter des conflits commerciaux, à compter de toutes ces restrictions, toutes ces politiques posées à l'encontre des sociétés chinoises, de toutes ces accusations absurdes lancées à l'endroit de la Chine par rapport à la gestion de la crise du Covid-19, et puis dans certains dossiers qui touchent aux principes fondamentaux de la Chine, par exemple sur la question de Hong Kong, le conseiller de la Maison-Blanche pour les questions de la sécurité, M. Robert O'Brien, il a carrément parlé de sanctionner la Chine si la Chine ose faire appliquer la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, qui est quand même une région administrative spéciale appartenant à la Chine. Et puis dans le dossier de Taïwan, quand l'actuel secrétaire d'État, M. Mike Pompeo, quand il a envoyé un message de félicitations à la nouvelle dirigeante de l'île de Taïwan, donc il a traité dans ce message Taïwan comme un pays indépendant. Donc tous ces actes qui sont quand même assez provocateurs à l'égard de la Chine. Donc si on peut dire que l'évolution des relations sino-américaines aura pour enjeu l'avenir de notre monde, eh bien désormais ça va dépendre de la manière dont la Chine et les États-Unis vont gérer leurs relations bilatérales. Oui, vous avez évoqué plusieurs dossiers en fait. Maintenant, il y a des dossiers aussi économiques. Par exemple, Huawei vient d'être condamné encore une fois, va subir encore davantage de problèmes avec les États-Unis. Alors, pourriez-vous nous analyser l'attitude et les principes de la Chine à l'égard des relations sino-américaines? Je pense que l'attitude de la Chine à l'égard de ses relations avec les États-Unis a été très bien exposée lors de la conférence de presse justement avec M. Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères, et je trouve qu'on peut résumer cette position avec 3 points. Lesquels? Donc le premier, c'est que la Chine et les États-Unis gagnent à coopérer et perdent à se battre. Donc ça, c'est un premier point important. Le deuxième point, malgré les désaccords entre les deux pays, il va toujours avoir de la place pour la coopération. Merci, madame. Mesdames et messieurs les membres, chers camarades, la troisième session du 13e comité permanent de la conférence consultative politique du peuple chinois ont accompli avec succès tous les sujets de l'ordre du jour et touchera bientôt à sa fin. Cette session se tient au moment où notre pays a obtenu des résultats stratégiques majeurs dans la lutte contre l'épidémie du Covid-19 et est entré dans la phase décisive de l'établissement de la société de moyenne essence.
Le camarade Xi Jinping, secrétaire général du comité central du PCC, président de la République populaire de Chine et président de la commission militaire centrale, ainsi que d'autres hauts dirigeants du pays ont participé à la session pour discuter des sujets majeurs d'État avec les membres. Sous le contexte du raccourcissement de la durée de session, l'accélération du rythme et l'alourdissement de tâches à accomplir, tous les membres restent fidèles aux standards élevés, à l'exigence stricte et à haute efficacité, ont minutieusement délibéré des documents et effectué des consultations en profondeur, donné des propositions autour de l'accélération de la lutte quotidienne contre l'épidémie, le développement socio-économique, des moyens pour réaliser les objectifs majeurs et décisifs et sont parvenus à de larges consensus, montrant ainsi le rôle important de l'organisation consultative spécialisée dans la gouvernance du pays. Il s'agit ici d'une session démocratique, unifiée, pragmatique et entreprenante. Cette année marque l'année charnière pour réaliser l'objectif de 2 centenaires et constitue également une année extraordinaire pour le grand renouveau de la nation chinoise. La CCPPC doit garder en tête les dispositions stratégiques du grand renouveau et le plan global mondial en pleine mutation, servir le parti et le pays avec des actions concrètes et des réalisations remarquables. Nous devons nous inspirer de la force et de la détermination de la grande lutte contre l'épidémie. Passons en revue cette crise commune et luttes majeures auxquelles sont confrontées toute l'humanité à l'échelle d'un international que national, sous la direction ferme du comité central ayant camarade Xi Jinping comme le noyau dirigeant. Nous avons mobilisé toutes les forces du pays et font des efforts inlassables et encourageants et ont écrit des chapitres héroïques dans la lutte contre l'épidémie. Toutes les personnes de tous les partis, de tous les milieux, de toutes les ethnies qui se sont engagés dans le travail de la CCPPC durant cette guerre âpre contre l'épidémie ont tous une perception plus complète et une connaissance plus approfondie sur l'engagement initial et la gouvernance centrée sur le peuple du Parti communiste chinois et sur les avantages de la voie de la théorie du régime et de la culture du socialisme de la Chine et sur la puissance compréhensive et la base matérielle et technologique de notre pays. Donc, nous renforçons 4 consciences, poursuivons 4 confiances, restons fidèles à 2 sauvegardes et consolidons sans cesse la unité de toutes les ethnies, bien effectuer les préparatifs au niveau de mentalité du travail, concret en réponse aux risques, s'engager corps et âme sans ménager aucun effort, nous pouvons surmonter toutes les difficultés. Nous devons renforcer notre capacité de travail tout autour de l'objectif et améliorer l'effet réel de notre travail. Des situations plus compliquées et des tâches plus dures exigent une meilleure coordination de notre style de travail et notre capacité de remplir les fonctions. Nous devons éviter et convaincre le formatisme, la bureaucratie, et mettre en valeur les propositions et faire émerger de nouveaux consensus importants. Nous devons davantage améliorer le style de travail, bien identifier les problèmes, s'opposer au formatisme et aux inspections dépourvues de contenu, abandonner des discours qui sont faux et garantir l'effet de notre travail avec un bon style de travail. Pour ce faire, il nous faut renforcer les capacités et aptitudes basiques
apprendre largement et intensivement, bien choisir les livres à lire et les informations à absorber. Encore saisir la méthodologie du travail de consultation de la CCPPC. Utiliser pleinement les moyens modernes tels que l'Internet et les mégadonnées, renforcer l'anticipation et la précision des propositions, parvenir à des consensus plus ciblés et plus efficaces pour faire réunir les forces dans la lutte contre la pauvreté, l'établissement intégral de la société de moyenne essence, le travail de stabilisation, la mise en œuvre de 646 et la planification du 14e plan quinquennal. Nous devons jouer un rôle important pour contribuer à l'application de la démocratie à la chinoise. Lors de la réunion du travail de la CCPPC du comité central, le secrétaire général Xi Jinping a réaffirmé les avantages uniques, multidimensionnels du mécanisme de la CCPPC, soulignant que la démocratie à la chinoise s'applique efficacement en Chine. En tant qu'une organisation politique et mécanisme démocratique mené par le PCC, la CCPPC a valorisé pleinement les avantages de la démocratie consultative socialiste, organiser des groupes de discussion et de débat entre les partis et les personnes de toutes les ethnies et de tous les milieux, avancer des propositions et parvenir au consensus. Cela contribue à une intégration coordonnée de la direction du PCC et la coopération multipartite, favoriser une unité entre la valorisation de la démocratie et la participation politique centrée et coordonnée, et faciliter le renforcement de l'unité et la mise en œuvre du travail. Il s'agit d'une démocratie populaire concrète, constructive et profondément enracinée dans notre société chinoise. Les caractéristiques et les avantages de la démocratie chinoise ont joué un rôle important dans la gouvernance du pays. Nous devons également améliorer l'efficacité des organes consultatifs spécialisés de la CCPPC et promouvoir l'établissement d'une communauté de politique commune basée sur le même esprit, les mêmes objectifs et les mêmes intérêts fondamentaux afin de contribuer à une meilleure gouvernance du pays. Mesdames et Messieurs les membres, témoigner et participer à la réalisation de l'objectif du premier centenaire et s'engager dans la voie de réalisation de l'objectif du deuxième centenaire constitue une opportunité hors du commun dans la vie. Il nous faut saisir l'opportunité et répondre aux exigences de notre ère, servir le pays et le peuple. Entourons-nous autour du comité central ayant camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant, restons unis dans la même direction, conjuguer les efforts dans un esprit d'entrepreneuriat pour réaliser l'établissement de la société de moyenne essence, l'objectif de 2 centenaires et le rêve chinois du grand renouveau de la nation chinoise. Levez-vous, s'il vous plaît, pour chanter l'hymne national. Maintenant, je déclare la clôture de la 3e session du 13e comité permanent de la conférence consultative politique du peuple chinois.
Merci de nous retrouver toujours en direct. Cette troisième session annuelle du 13e comité national de la CCPPC est désormais terminée et nous enchaînons avec l'interview sur le plateau. Madame Tai, tout à l'heure vous avez évoqué les 3 points sur l'attitude et les principes de la Chine à l'écart des relations sino-américaines. Je vous laisse à continuer votre sujet. Voilà, je disais que l'exposé que Wang Yi a fait sur la politique chinoise par rapport à ses relations avec les États-Unis pouvait être résumé en 3 points. Donc le premier point, c'est que la Chine et les États-Unis gagnent à coopérer et perdent à se battre. Le deuxième point, malgré les désaccords qui existent entre les deux pays, il va toujours avoir de la place pour la coopération. Donc c'est toujours possible de trouver des moyens pour coopérer. Donc troisième point, la Chine n'a pas l'intention de changer les États-Unis, encore moins de les remplacer. Et par contre, les États-Unis ne peuvent pas changer la Chine comme ils le veulent. Non plus. Voilà, donc je pense que c'est une réponse très nette et très explicite et concise à la fameuse théorie du piège de Thucydide qu'on a souvent citée pour analyser les relations sino-américaines. Et selon cette théorie, la Chine va sûrement défier les États-Unis. Alors les États-Unis qui vont avoir peur que la Chine leur prenne leur place, leur prenne l'hégémonie dans le monde, vont répondre à la montée en puissance de la Chine par méfiance et par hostilité, et résultat, la guerre va éclater entre les deux pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument que les deux pays évitent de rentrer dans cette logique. Oui, merci beaucoup. Et nous enchaînons avec un autre sujet. La Chine a connu des changements positifs dans la façon dont les investissements étrangers sont effectués. Les experts estiment que le marché devrait s'adapter aux besoins des entreprises nationales et étrangères. Le 1er janvier, la deuxième économie mondiale a promulgué une nouvelle loi sur l'investissement étranger. Bien que la loi soit restée vague, certains avocats disent qu'il faudra du temps pour voir son impact réel. C'est une nouvelle ère pour la réglementation des investissements étrangers dans la deuxième économie mondiale. Au cœur de la nouvelle loi chinoise sur les investissements étrangers, offrir des conditions de concurrence plus équitables aux entreprises nationales et étrangères. Et bien que la pandémie de coronavirus continue d'avoir des conséquences inconnues pour l'économie mondiale, la législation historique étend de plus en plus de domaines d'investissement en Chine. Cela permet à notre marché d'être de plus en plus ouvert, parallèlement à un processus d'ouverture plus rapide. Auparavant, certains domaines n'étaient pas ouverts aux investissements étrangers. Maintenant, avec la nouvelle loi, cela est devenu plus accessible, à l'exception de la liste négative. Lorsque les entreprises étrangères viennent en Chine, elles apportent leur propre expérience et bénéficieront aux entreprises nationales. En fait, vous pourriez être désavantagé si vous ne les affrontez pas. Zhu Lieyu, un député de l'APN et directeur d'un cabinet d'avocats dans la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine, estime également que la situation des investissements étrangers en Chine n'a pas encore atteint sa phase finale. Je pense que la création de la zone de libre-échange du Guangdong est un bon exemple de promotion de la mise en œuvre de la loi. Je pense que davantage de zones franches peuvent être créées à l'échelle nationale et les listes négatives, je pense, pourraient être plus petites et réduites afin que davantage d'industries puissent recevoir des investissements étrangers. Cela bénéficiera au processus d'ouverture, favorisera le développement économique et accroîtra la concurrence. Dans le même temps, la mise à jour de la législation vise à faire de la Chine une destination d'investissement attrayante, tout en répondant aux préoccupations soulevées par les investisseurs. La réduction des formalités administratives et l'amélioration de la facilité de faire des affaires pourraient aider le pays à rebondir dans un avenir post-pandémique. L'une des plus grandes améliorations a été, et elle s'est accélérée récemment, la réduction de la lourdeur bureaucratique de l'enregistrement d'une entreprise à capitaux étrangers. Et cela a été beaucoup simplifié. Propriété intellectuelle, secrets commerciaux, actes notariés et traitement des documents pour les procédures judiciaires. La loi contient de nombreuses dispositions merveilleuses qui sont un pas dans la bonne direction. Mais nous n'avons pas pu voir les fruits de tout cela à cause de la situation actuelle. Mais je pense que quiconque regarde objectivement trouverait, et certainement nos clients l'ont trouvé quand ils l'ont regardé, comme un pas positif
très positif dans la bonne direction. Malgré les progrès, certains experts juridiques, en particulier ceux qui fournissent des services juridiques et des conseils à des investisseurs étrangers potentiels, ont affirmé que des ajustements plus poussés pourraient attirer encore plus d'entreprises en Chine. Par exemple, aux États-Unis, si une entité chinoise vient créer une société, nous ne l'appelons pas une entreprise à capitaux chinois, nous l'appelons une entreprise. Il ne devrait donc pas y avoir de différenciation entre les entreprises étrangères et les entreprises chinoises. Maintenant, cela ne signifie pas que la Chine ne veut pas restreindre les zones où elle n'accueille pas les investissements étrangers. Elle a certainement le droit de le faire. Mais dans les domaines où elle le permet, il ne devrait pas y avoir de distinction entre une entreprise à capitaux étrangers et une entreprise chinoise. C'est quelque chose que nous souhaitons. Au premier trimestre de cette année, les investissements étrangers en Chine ont chuté de 10,8% par rapport à 2019, exposant ainsi les sévères impacts de la pandémie de coronavirus. Et malgré la transformation importante de la façon dont les investissements étrangers sont menés en Chine, il faudrait peut-être un certain temps avant que les véritables impacts et avantages ne se fassent ressentir par les investisseurs et l'économie dans son ensemble. Merci de nous retrouver. Madame Tai, beaucoup de monde se préoccupe de la croissance du PIB de la Chine à cause de l'épidémie. Le PIB du pays a effectivement diminué de 6,8% au premier trimestre de l'année. C'est jamais vu dans l'histoire de la Chine. Des politiciens et des étrangers et des médias étrangers, bien sûr, affirment avoir constaté le départ à grande échelle d'entreprises étrangères installées ici en Chine. Mais selon les données chiffrées, les investissements étrangers n'ont pas quitté la Chine. Ils ont connu une progression. Comment expliquer cette tendance? Je pense que c'est d'abord le résultat des politiques qui étaient déjà appliquées en Chine depuis un moment pour ouvrir encore davantage le marché chinois, pour faire venir encore plus de capitaux étrangers. Donc je vous donne l'exemple du secteur de l'assurance vie. En effet, depuis le 1er janvier de cette année, il n'y a plus aucune restriction quant à la part du capital étranger dans une compagnie mixte. Et cette politique commence déjà à donner pas mal de résultats. Par exemple, l'américain AIA et le groupe allemand Allianz, ils ont tous implanté leur succursale en propriété exclusive à Shanghai. Et dernièrement, le groupe britannique HSBC a annoncé qu'il allait acheter les 50% de parts détenues par son partenaire chinois qui est National Trust dans leur joint venture qui est donc à HSBC Life. Donc HSBC Life, qui est un assureur vie basé à Shanghai, va devenir 100% britannique. Je pense que pour ces entreprises étrangères qui sont déjà venues en Chine, ce serait étonnant de les voir évacuer juste au lendemain d'une crise sanitaire comme celle-là, parce que la Chine n'a pas été le seul pays qui a été frappé par la crise. Toutes les économies du monde ont subi les conséquences négatives de la crise. Or, les capitaux internationaux auraient toujours besoin de chercher un terrain d'accueil pour investir. C'est sûr que les choix vont continuer à se porter sur les économies qui se sont avérées robustes et capables de s'adapter. Et c'est le cas de la Chine. Merci. Et vous êtes convaincu que les investissements étrangers ne vont pas quitter la Chine. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur notre antenne.